Vendredi 6 septembre, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre formule entre deux courses où je reçois deux de nos collaborateurs afin de discuter des différents sujets entourant le monde de la Formule 1. Au menu aujourd'hui, eh bien, on se penche sur le parcours que les pilotes doivent accomplir afin d'atteindre la Formule 1, en parlant notamment de Formule 2 et de IndyCar. On parle aussi de Adrian Newey, de cette réglementation qui handicape les écuries à succès. Et on termine avec notre segment Vrai ou faux. Comme c'est un épisode chargé, eh bien, on débute maintenant. C'est le temps d'accueillir nos collaborateurs de la semaine pour notre épisode Entre deux courses. Il est un habitué du podcast. Il est l'auteur du livre La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve. Il fait aussi nos chroniques souvenirs sur notre page Facebook. Kevin Fontaine, comment ça va? Ça va super bien, Martin, et toi? Ça va numéro un et on accueille un nouveau pour nous dans l'équipe, mais il ne faut pas se laisser avoir parce que vous n'avez jamais entendu sa voix. C'est un vieux routier, c'est un passionné de course automobile. Il connaît, il fait aussi, il commente et il fait l'analyse des courses sur le Sim Racing Hub Formula One sur la chaîne de la GTCQ TV, la chaîne YouTube. François Goulet, bienvenue au F1 Podcast. Merci beaucoup, Marty. Très honoré et très content de pouvoir participer au F1 Podcast enfin, parce que j'apprécie vraiment le podcast, puis je suis vraiment content de pouvoir être là. Ah, ben, le plaisir est pour nous. Bienvenue. Puis, tu fais partie de l'équipe maintenant, puis ça nous fait plaisir de t'accueillir. Je pense que c'est réciproque, même du côté de Kevin. Tu es très content de savoir que tu serais là avec nous aujourd'hui. Super. Oui, absolument. Très content de t'avoir, François. Tu fais du très bon contenu. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Puis j'ai bien hâte de discuter d'un sujet qui nous passionne tous ensemble. Ça va vraiment, je le vois vraiment comme un moment de plaisir qu'on va avoir là, dans les prochaines minutes, là. Très relax, puis j'ai vraiment juste hâte d'échanger des idées avec vous. Bien, c'est ça. Sans plus tarder, je vais lancer le premier sujet de la journée. Je voulais me pencher sur quelque chose qui intéresse plusieurs auditeurs. Je le reçois souvent dans les questions. Je le vois passer dans les conversations Facebook. Et c'est le parcours à la Formule 1. On le sait, de plus en plus, les gens ont les plateformes pour découvrir les talents de demain, que ce soit avec le F1 TV, on a accès aux courses de Formule 3, on a accès aux courses de Formule 2. De nombreux amateurs passionnés prennent le temps de regarder ces courses-là. Des fois, c'est à temps perdu, il y en a qui le font religieusement. Et puis, la question qui revient, c'est pourquoi ces gars-là prennent tant de temps à arriver en F1? On a des talents naturels, il y en a même qui sont couronnés champions à la fin de certaines saisons. Puis on a tendance des fois à les regarder un peu avec une certaine gêne. On va souvent venir associer les montants d'argent plutôt que les performances. Et c'est sur quoi je voulais me pencher avec vous aujourd'hui. C'est est-ce que l'école de la Formule 1 est malade? On a des gars justement comme Dragovic qui a remporté le championnat il y a déjà 2 ans. On a un gars comme Théo Pourchaire aussi qui a remporté le dernier championnat de Formule 2. Et puis pourtant, ils reviennent quasiment jamais dans les discussions, que ce soit la plupart du temps, lorsqu'on va les entendre, ça va être justement du côté des amateurs qui vont dire qu'est-ce qui arrive avec lui. Mais lorsque les équipes parlent de signer des pilotes, c'est très, très rare qu'on va les voir comme candidats. Donc, la question aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que il y a des modifications qui doivent être apportées à ce parcours-là pour arriver en F1 si même les titres on ne leur accorde pas nécessairement une importance pour prendre des décisions et forcer les têtes dirigeantes de la plus grande série de se tourner vers ces gars-là qui ont été couronnés champions. Donc, je commence avec toi, Kevin. Je sais que tu as un grand intérêt pour les talents de demain. Donc, je voulais savoir pour toi, est-ce que tu penses qu'il y a des modifications à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose de malade dans ce parcours-là là, qui ne fonctionne pas présentement? Oui, ben c'est dommage qu'il y a plusieurs bons pilotes qui gagnent le championnat de F2 ou qui terminent dans le top 3, disons-le, puis qui ne parviennent pas à graduer en Formule 1. Et souvent, on parle d'un mauvais timing dû aux places qui sont déjà comblées sur la grille. Et de ce fait-là, certains des jeunes pilotes doivent se tourner vers d'autres catégories pour poursuivre leur carrière parce qu'il n'y a plus de place. Tu as mentionné Drugovich et Pourchaire qui ne sont pas parvenus à s'établir sur la grille. Donc, leur titre de champion leur permet même pas d'accéder à ce dont ils ont toujours rêvé. Donc, c'est ça. Il y a certains jeunes pilotes qui sont identifiés très jeunes. Des futurs pilotes F1, là, on peut penser à Verstappen, on peut penser à Leclerc. Et là, on pense à Antonelli, là, qui va débuter la saison prochaine. Ils sont identifiés futurs pilotes F1. Ils sont pris sous l'aile d'une filière
et ils accèdent à la catégorie reine du sport automobile, même s'ils ne gagnent pas nécessairement de championnat du monde. Donc ça peut arriver. Mais ils ont accumulé assez de points dans les catégories inférieures pour obtenir leur super licence, le fameux Graal là, pour arriver à accéder à la Formule 1. Donc oui, il y en a qui méritent leur place. Il y en a d'autres, au contraire, qui la méritent moins. Puis ça paraît dans leurs résultats lorsqu'ils sont engagés en Formule 1. Il y a comme un plafonnement, là, si on veut, dans leur performance. Là. On n'a qu'à penser à Logan Sargent dernièrement, là, qui a été évincé. Là. Euh, Moi, de mon côté, je pense que oui, le champion de Formule 2 devrait être promu en Formule 1. Il le mérite. Parce que sinon, cette Formule-là ne sert à rien. Le champion ne peut pas refaire une saison en F2 dans cette discipline-là. Il doit se trouver un volant ailleurs. Puis oui, il y a beaucoup d'autres catégories. Il y a l'endurance, l'IndyCar, la FE, la Super Formula. C'est un assez gros problème, je te dirais, là, avec la Formule 2 en ce moment. Quand on regarde justement les champions, là, mettons un gars comme Nick DeVries qui s'est rendu pratiquement jusqu'à Ouais. 28 ans avant d'avoir sa chance, puis finalement, Mhm. ben, ça n'a pas duré. Certains vont blâmer que c'est peut-être la patience qui est très courte dans le clan Red Bull, précisément du Mhm. docteur Helmut Marko. Mais des gars qui ont gagné des championnats ont aussi gradué là, par le passé. Là. Si on y va justement avec un gars comme Charles Leclerc, un gars comme George Russell, ils ont eu du succès. Russell a gagné contre des gars qui ont du talent aussi, contre Lando Mhm. Norris, contre Alex Albon, qui sont présentement aussi en Formule 1. Mais quand Mhm. on regarde là, des études qui ont été faites ailleurs, comme mettons, on parle d'un gars comme Sorokin qui avait gradué, un gars comme Nikita Mazepin, un gars comme Logan Sargent que tu viens de nommer, Mhm. ces études-là là, ont été beaucoup moins concluantes. Puis là, on va avoir la saison prochaine, on va avoir un gars comme Jack Doohan qui va graduer aussi, sans nécessairement gagner un championnat. On Mhm. va avoir Oliver Burman qui n'est pas nécessairement très bien classé présentement. Et tu l'as nommé aussi, Kimi Antonelli qui va arriver. Donc, Ouais. pour toi, c'est vraiment une évaluation que chaque équipe en tire avec leurs conclusions. Le titre n'a pas nécessairement un laissez-passer directement là, vers une écurie. Là. Ben, souvent aussi, il y a des champions. Écoute, je vais te nommer un nom, c'est sûr que tu vas le reconnaître. Stoffel Van Dorn. Mhm. Stoffel Van Dorn, en 2015, il a écrasé le championnat. OK? Il a carrément écrasé le championnat, puis il n'a jamais trouvé ses marques en Formule 1, puis il est sorti par la petite porte. Il y en a un autre aussi, deux autres noms, des Pastor Maldonado, ça fait longtemps. Jolyon Palmer, c'est des pilotes qui ont gagné le championnat de F2, puis ils n'ont pas eu la meilleure réputation en Formule 1, puis leur carrière n'a pas duré très longtemps non plus. Donc, quand le pilote a l'occasion d'accéder à la F1, c'est dur de dire non parce que l'opportunité risque peut-être de jamais se représenter. Et c'est ça, c'est souvent les écuries, les dirigeants prennent un jeune, ils le regardent, ils se disent, OK, lui, on le sait, il a le talent, il va aller loin. Et on l'a vu dans le passé, ça a fait effet. Lewis Hamilton, c'en est un. On peut penser même à Nico Rosberg, un petit peu avant lui. Verstappen, c'en est un également. Donc, oui, il y a des pilotes qui réussissent à tirer leur marron du feu, comme dirait l'expression française, et ils réussissent à se rendre en Formule 1, puis avec tout le succès qu'on leur connaît. Il n'y a pas un chemin qui est vraiment dessiné. Là. C'est chacun fait son Non, parcours. Il y en a qui c'est ça. vont ouvrir les portes un peu plus vite. Quand on regarde Lewis Mm. Hamilton, d'avoir signé, d'avoir vu un gars comme Ron Dennis qui était à la tête de McLaren croire en lui à l'âge Mhm. de 13 ans, c'est sûr que ça, Mhm. c'est pas un parcours qui est typique. Là. On peut regarder plus un gars aussi comme Oscar Piastri. Oscar Piastri a gagné les Ouais, 3 titres, donc ça l'a vraiment ouvert les portes à la Formule 1, mais même là, l'écurie aussi. Alpine avait une certaine réticence à le mettre tout de suite derrière un volant. Il a fallu que ce soit McLaren qui vienne chercher, sorte Mhm. les griffes pour venir l'arracher à l'écurie Alpine. Là, je suis certain que ça fait mal aux fans Renault là, présentement là, quand je mentionne ces choses-là, mais oui, Oscar Piastri. Puis Piastri a fait son parcours dans l'écurie Ardennes. Ardennes, qui est le propriétaire de cette écurie-là en Formule 3, eh bien, c'est Christian Horner. Christian Horner, si on a bien Mhm. une écurie Red Bull qui a un plan académique pour aider les pilotes à graduer en F1, ben même lui avait pas nécessairement décelé ça en tant qu'en dedans de Oscar Piastri, comme quoi il pourrait être le talent qu'il est aujourd'hui. Il l'a mentionné depuis le temps là, que c'était son regret. De ton côté, François, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que vraiment le parcours à la F1, est-ce que les séries de développement sont malades selon toi, ou c'est juste que ça va comme ça, puis ça a toujours été comme ça, puis c'est juste faut faire sa place, puis il y a très peu d'élus en F1, puis il faut juste foncer, puis trouver son chemin. Ben, c'est sûr qu'il y a une problématique qui est actuelle, qu'on n'avait pas, exemple, là, 20 ans, qui est le retrait de certains commanditaires qui permettaient à des gens de se propulser. On parle aussi des cigarettiers et aussi des fois de Mhm. certaines marques d'alcool. Maintenant, ces commanditaires-là ne peuvent plus afficher et supportaient souvent des talents qui n'avaient pas nécessairement les moyens de se rendre très loin. Pour ce qui est d'accéder à la Formule 1, ben, écoutez, je ne pourrais
pourrais pas plus être en accord que ça avec vous. Il n'y a pas beaucoup de sièges de disponibles. Et souvent, un champion de F2 peut arriver et justement remporter le championnat et surtout arriver et il n'y a pas de siège de libre. Vous avez évoqué Oscar Piastri. Je crois pas qu'il y avait de siège de libre pour lui, mais justement vu qu'il était dans le giron de Alpine. Par conséquent, il a été mis sur la glace pendant un an. Ces jeunes pilotes-là ne veulent pas perdre une année de conduite de voiture parce que maintenant, il y a plus vraiment d'essai, c'est juste du simulateur. Donc, ils veulent se faire les dents et l'opportunité, la fenêtre d'opportunité est très mince. Un gars comme Piastri, c'est sûr, les gens l'ont pas laissé passer parce que il avait gagné euh, 3 championnats de suite de 3 catégories différentes. Donc, on le qualifiait de prodige et c'est tout à fait ce qu'il démontre en ce moment. Mais lorsqu'un pilote, exemple, comme pour Cher, ou d'autres noms que vous avez nommés, n'ont pas de volant directement à F1, ça se peut même qu'après un an ou deux, ils ne sont plus la saveur du jour et ils doivent vraiment se retourner vers d'autres séries, comme vous avez nommé l'IndyCar. L'IndyCar, en ce moment, a énormément de pilotes de F clés dedans pour se faire une carrière, en fait, parce que le train a passé, ils n'ont pas pu embarquer dedans. Écoute, tu mentionnes, oui, tous les points. C'est ça que, dans le fond, le développement des pilotes, très peu d'élus. Les cigarettiers, je trouve que c'est un bon point que tu emmènes, parce que c'est vrai, ici, on avait Players qui faisaient le travail dans le temps d'aider justement, d'aller dénicher ces jeunes pilotes-là et de leur donner la contribution financière pour leur permettre d'avancer, parce que ça, c'est le gros point. Malheureusement, je veux pas mettre la tête dans le sable puis éviter ce sujet-là, parce que oui, l'argent résonne souvent dans le sport automobile beaucoup trop, beaucoup plus que ça le devrait. Et pour mettre en perspective, là, pour que les gens puissent comprendre, ça prend 3 millions de dollars pour accéder à la Formule 2. Ça prend beaucoup plus que ça, là. Ça prend le talent, puis les temps, puis toutes ces choses-là. Sauf qu'à la base, un pilote doit être capable d'accumuler la somme de 3 millions. Ce qui est assez colossal là, quand on pense à ça, qu'il faut que tu trouves des gens qui sont prêts à donner cet argent-là sans savoir justement où tu vas aboutir. Donc, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Mais si on fait fi de cette partie-là, là, qu'une fois que ces gens-là ont eu le 3 millions de dollars, sont arrivés, ont réussi à capturer le championnat, il y a aussi le fait qu'un championnat versus un autre peut avoir une valeur différente. J'imagine que vous Mhm. serez d'accord avec ça, vous me direz si je me trompe, là, mais l'année que George Russell a gagné, lorsqu'on regarde avec le recul, puis on voit qu'il a battu Lando Norris et Alex Albon, ça a une valeur différente que d'autres championnats. Peut-être le championnat justement de Stéphane Vardum que tu nommais tantôt de côté Kevin. Ces choses-là, peut-être que ça vient donner une chose un peu différente. Ou Pastor Maldonado, je sais que c'est un nom que François Goulet aime bien mentionner. Donc, je suis surpris que tu ne l'as pas enchaîné sur Maldonado. Je me suis dit, en tout cas, on le fera tantôt. Mais ça pour dire, le championnat a une certaine valeur d'une année en année. Tu es d'accord avec ça, Kevin? Ouais, c'est ça, effectivement. Puis tu avais même mentionné Nick DeVries. Quand on regarde le second, son dauphin au classement, c'est Nicolas Latifi, qui a pas été un foot de guerre en Formule 1 aussi. Là, quand on regarde la liste là, des pilotes de ce classement-là, c'était pas une grosse saison. Il y a des saisons où le plateau est plus relevé que d'autres. Et parfois, ben, ça saute aux yeux des dirigeants qui regardent ça et disent, OK, là, ça a été une bonne saison. Tel pilote a réussi à se démarquer par rapport à un autre. Et souvent, on prend ça en considération. Et c'est ça. Il y a des années comme ça où le niveau est plus relevé que d'autres, comme tu as mentionné avec celui de George Russell, notamment. Ouais. Puis corrige-moi si je me trompe, Oscar Piastri a gagné contre Liam Lawson, hein, de mémoire. Oui, si ma mémoire est bonne, oui. Mais il me semble que C'est ça. c'est ça, oui. Puis Liam Lawson avait fait une belle compétition quand même, puis lui aussi, il est proche, là. Il a quasiment un pied dans la porte, là. Il était très, très près Mhm, d'arriver, mais c'est quand même des gars comme Berman qui ont passé devant lui. On a Franco Colapinto aussi, qui a été appelé, là, qui a bien fait sa première course, mais lui aussi, là, mhm. il est sorti un peu de nulle part. Il passe devant justement un gars comme on aurait pu terminer la saison peut-être du côté de Williams, même si c'est un pilote Aston Martin, mais on a décidé d'aller vers notre académie. Mais un gars comme Dragovic, justement, qui était quand même un champion, ça aurait été intéressant de le voir durant ses 9 dernières courses. J'attire ton attention, Kevin, sur la série en tant que telle, la voiture. On parle d'une F1, on parle d'une Mhm. voiture qui a 798 kilogrammes. Une Formule 2 en a 755. Jusqu'à ce moment-là, il y a quand même une petite différence. La F1 est beaucoup plus lourde. Mhm. Lorsqu'on parle des forces moteurs, on parle d'une différence de 380 chevaux entre une F2 et une Formule 1. Et puis, en vitesse de pointe, Mhm. on dit 50 km/h de différence. Est-ce qu'il y a une trop grande disparité
entre les deux séries? Est-ce qu'on devrait essayer de rapprocher ça? Je le sais, ça coûte déjà 3 millions une F2. Si on Mhm. commence à rajouter de la puissance, ça va faire augmenter, ça va faire bonifier la somme que les Ouais. pilotes devront débourser. Mais la F1 pourrait pas nécessairement, pourrait peut-être même intervenir, je sais qu'on a déjà lancé quelques programmes, mais mettre un peu d'argent là-dedans justement pour peut-être avoir des voitures un peu plus compétitives. Est-ce que tu penses que le problème peut être là quand il vient le temps de faire l'évaluation des pilotes qui sont dans la catégorie la plus près de la F1, que l'écart est trop grand, donc c'est très dur de se projeter et de voir ce que le pilote va donner lorsqu'on va le faire graduer. C'est évidemment, c'est une possibilité aussi parce que le type de conduite est différent. Il y a beaucoup plus de force dans une Formule 1 que dans une Formule 2 et tout. La puissance moteur, tu l'as mentionné également. C'est sûr que les jeunes vont s'habituer tranquillement à faire des tests de Formule 1. C'est sûr que c'est pas tous les jeunes pilotes qui vont réussir à accéder à la Formule 1 et tout. Et souvent, lorsqu'ils embarquent dans une Formule 1, ils sont surpris de la puissance de la monoplace et se disent, wow, là, c'est pas pareil, c'est un tout autre feeling. Et ça me rappelle un moment radio de Colapinto après le Grand Prix de Monza qui a dit, vous avez raison, je suis détruit. Mon corps est détruit. Et Nick DeVries, ça a fait la même chose Oliver après, Berman en après. Arabie Saoudite. Oui, ben oui, Ouais. exactement. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus technique qu'une Formule 2. Moi, je serais pas contre l'idée de faire ça, d'améliorer les performances, d'avoir des voitures peut-être un petit peu plus physiques, plus proches de ce que peut donner une Formule 1. C'est sûr, ça va donner une meilleure idée des jeunes de qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre avant d'arriver en Formule 1, justement, mais il y a beaucoup d'essais. Oui, ben, il y a des essais qui sont alloués et tout, mais c'est important. Je trouve que c'est une belle solution que tu apportes avec ce point-là, Marty. Ouais. Ouais, puis le niveau essai, on a vu que la F1 aussi a voulu améliorer ça. Là, maintenant, on oblige les équipes à faire au moins une période d'essai avec un pilote recru au cours de la Mhm, saison. Donc, chaque pilote doit céder sa place pendant au moins une séance d'essai libre. mhm. Ça, on voit là qu'on s'est penché sur ce sujet-là, donc on l'a probablement en arrière de la tête de dire, ouh, les gars arrivent pas nécessairement prêts. Et tu mentionnais la puissance, mais il y a aussi la puissance de freinage en plus qui vient saisir Exact. les pilotes qui est très différente, là. Donc, déjà ça, faut s'habituer à ça. Là. C'est complètement un autre game. De ton côté, François, est-ce que tu penses que la disparité entre les deux séries est trop grande et si ça peut causer un problème, ça peut venir flouer un peu l'évaluation qu'on fait des jeunes pilotes? Ben, je reconnais qu'elle est grande, mais toutefois, je crois pas nécessairement que ce soit un problème en soi, parce que c'est normal d'avoir une grande disparité entre deux catégories qui, justement, si on voulait les rendre plus près l'une de l'autre, la F2 coûterait beaucoup plus cher. Tu parlais des 3 millions et tu as évoqué ce sujet-là. Si on devait rendre la F2 plus près de ce qu'est la F1 en ce moment, le budget exploserait fort probablement. Mhm. Ben, il y en a qui paient. Ça serait encore pire. Il y aura encore beaucoup moins de personnes qui pourraient se permettre ça. Donc, faire le saut entre les deux catégories, on voit que ça se fait bien quand même. C'est juste que l'écart est tellement grand que les forces G sont tellement supérieures que ça prend un entraînement vraiment euh, planifié et spécifique pour ça. Puis malheureusement, il y a pas, même s'ils ont instigé ou instauré, pardon, plus d'essais, période d'essai pour les nouveaux venus, c'est pas suffisant ou c'est rien comparé à ce que on pouvait faire jadis. À l'époque où un Jacques Villeneuve avait fait 10 000 kilomètres d'essai avant Mhm. d'arriver à sa première course à Melbourne, eh ben tu sais, il y a une grosse différence là. À cette heure, les pilotes arrivent puis ils n'ont presque pas conduit la voiture et ils doivent embarquer dedans et on leur demande de performer. Donc c'est un gros clivage si on veut à remplir, mais je vois mal comment on pourrait rendre la F2 plus performante sans avoir à hypothéquer là, des carrières avec l'argent. Puis en plus, on n'a plus de période d'essai entre les courses. Avant, on pouvait faire du rattrapage, mais Mm. là, on peut même pas. On peut même pas dire on va essayer d'envoyer. Si on le fait, ben c'est très limité, ou sinon, il faut l'envoyer dans des générations plus anciennes de voitures. Puis même là, on fait attention à ça. Là, ça peut paraître comme des. Donc, on est très restreint de ce côté-là là, pour former les pilotes. Je suis content que t'emmènes. Toi, tu dis que la disparité n'est pas nécessairement un problème. Puis lorsqu'on regarde la différence entre les voitures Indy, la série américaine, oui, Mhm. bien sûr, on va sur des ovales, les circuits sont différents, le calendrier est différent. Mais lorsqu'on regarde la voiture en tant que telle, l'ADN de la voiture, c'est beaucoup plus semblable à une F1. Côté poids, on a
beaucoup plus légère du côté d'une Indy. Mais lorsqu'on regarde au niveau des chevaux, ben, c'est une différence de seulement 200 chevaux. Quand les vitesses de pointe sont très semblables aussi. Je sais que toi-même, je le disais en entrée d'émission là, dans ta présentation, tu es un passionné de tout ce qui touche l'automobile. Ça fait partie de toi, c'est ton ADN. Tu suis à peu près toutes les séries. T'en suis beaucoup plus que moi là, pour avoir eu des discussions avec toi les dimanches. Là, je sais pas comment tu fais pour contrôler ta vie familiale et tout le reste parce que les courses de nuit, les courses de rallye, les courses de moto, tout ça, ça t'allume beaucoup. Fait que je sais que la Indy, c'est quelque chose que tu suis. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un pilote prendre ce chemin-là pour graduer en F1. Tu mentionnais justement Jacques Villeneuve et le dernier qui me vient en tête, moi, qui a parti de la Indy pour aller en F1, tu me corrigeras si c'est lui le dernier, mais c'est Sébastien Bourdet. Ça fait longtemps, là. Je suis persuadé qu'il y a certains de nos auditeurs qui vont avoir besoin de faire appel à Google pour savoir qui est Sébastien Bourdet, là. Donc, Oui. ça, c'est le dernier que moi, j'ai en tête. Peut-être que c'est pas ça aussi, mais ça fait longtemps là, que, disons que moi, être agent d'un pilote, je dirais pas nécessairement, oui, ton rêve, c'est d'aller en Formule 1, on va passer par la Indy, puis tu vas y arriver, là. C'est vraiment, ça serait pas vraiment un conseil judicieux à lui donner. Ben, c'est pas le chemin traditionnel. Juste te confirmer, tu as raison pour Sébastien Bourdet, parce que j'ai fait des vérifications. On cachera pas qu'on a discuté, toi et moi, cette semaine de ça. Sébastien Bourdet est le dernier pilote connu qui a monté du IndyCar à la F1 et il avait remporté quand même 4 championnats d'affilée. Donc, c'était pas un pichou. Mais la Indy, même si la puissance se rapproche d'une F1, les voitures, pardon, sont très différentes parce que si on regarde, mettons, juste la largeur des pneus d'un IndyCar, celle d'une F1 et voire même d'une F2, et même d'une F3 là, à l'arrière. Donc, et il y a beaucoup moins d'appui aérodynamique. Ce qui donne du crédit au IndyCar en ce moment, c'est évidemment le plateau est extrêmement relevé. Les pilotes de talent, ce n'est que des pilotes de talent. Et les voitures, il y a une belle parité entre ces dernières, fait qu'on peut vraiment évaluer le talent de tout le monde. Par contre, le nombre de points de super licence qui est attaché aux performances à IndyCar, je trouve qu'il est un peu bas pour la qualité de la course qui est présentée. Et lorsqu'on veut faire une entrée en F1, indéniablement, il faut passer par l'Europe. Il y a eu les exceptions. Bon, on parle Villeneuve, on pense à Villeneuve et Montoya qui ont eu du succès, mais Bourdet, lui, ça ne s'est pas concrétisé. Alessandro Zanardi qui a fait de la F1, qui est retourné en Indy, qui a vraiment performé avec l'écurie de Chip Ganassi juste avant Montoya d'ailleurs, est retourné en F1 après et ça n'a pas fonctionné non plus. Donc, on pense à même Michael Andretti, là, qui était un champion d'IndyCar au début des années 90, le fils de Mario Andretti, des légendes. Lui non plus, ça n'a pas fonctionné avec l'écurie McLaren quand il est allé là en 93. Et puis, donc, le mouvement F1 à Indy est souvent couronné de succès, mais l'inverse, très peu. Puis, ça reste dans l'imaginaire et dans les pensées des gens comme étant euh, de l'or en barre, dire, ah, la Indy, c'est peut-être pas le meilleur plateau pour faire monter quelqu'un en F1. Moi, je crois pas à ça. Je pense juste que c'est un concours de circonstances là, qui a fait que les gens ont juste pas performé. Mais en revanche, c'est pas parce que tu es bon en F2 non plus, puis on l'a vu que tu vas être bon en F1. Faut juste que tu sois capable de t'adapter. Puis c'est les meilleurs pilotes qui ont les capacités d'adaptation de conduire plusieurs voitures et types de voitures qui vont justement percer en F1. Si tu avais à donner un essai là, vite comme ça, là, à au moins peut-être un ou deux pilotes en Indy présentement, c'est lequel tu serais le plus curieux de voir au volant d'une F1? Ben, il y en a qui ont eu des essais. Donc, est-ce que je dois choisir quelqu'un qui en a pas eu ou Non, tu peux quelqu'un qui prendre. en a déjà Non, eu? vas-y avec OK. n'importe qui. Ouais. OK. Ben, évidemment, on peut pas enlever Pato Howard et Alex Palou, qui seraient peut-être mes deux choix mes premiers choix. Donc, Pato Howard, Alex Palou, deux conducteurs, deux pilotes, pardon, très rapides. Pato Howard, on l'a vu, il a déjà fait de la F2, donc on sait qu'il est capable de performer. Puis Alex moi, Palou aussi. tu sais que je l'aime, Howard. Oui, je sais que tu l'aimes, Howard. Moi, Palou, je l'ai découvert avec l'IndyCar. Lui, il s'est promené un peu. Il est allé en Asie aussi. Donc, c'est un pilote. En ce moment, il mène le championnat, justement, là, d'IndyCar. Encore, il y a déjà 2 championnats sous sa botte. Avec Ganassi, encore une très bonne équipe. Puis, Palou est un pilote intelligent, mesuré. Il finit tout le temps top. Même, tu sais, je pense qu'il y a 13 top 5 cette année. Donc, c'est incroyable, là. C'est un gars qui est constant. Donc, je serais curieux de le voir en F1.
Mais pas juste un essai, tu sais, de le voir évoluer parce que c'est quelqu'un qui est tellement bien mesuré qu'il finirait toujours probablement dans les points et réussirait à tirer son épingle du jeu. Mais je dois mentionner une personne, malgré qu'elle est vieille, un pilote qui s'appelle Scott McLaughlin, qui est un Néo-Zélandais qui conduisait en V8 Mhm. Supercar. Lui, Ouais. il est parti du V8 Supercar au IndyCar et il est incroyable. Mais il est âgé, mais c'est un gars qui est tellement polyvalent. J'aimerais le voir conduire une F1 pour voir ce que ce pilote-là pourrait amener parce que c'est un talent incroyable. Mais évidemment, il est à un certain âge, donc je doute qu'on va voir ce rêve se concrétiser. En Toi, de parlant d'un ton côté. certain âge, François, Ouais, vas-y, Kevin. Scott Dixon. Oui. Scott Dixon. Ouais. Ben, je les nomme pas parce qu'ils sont trop vieux. Mais Dixon ou même Will Power, là, tu sais, Oui, on peut oui, nommer les pilotes, là, qui est plus âgés de la série, là. oui. Je me suis gardé une gêne parce que, hey, sont passés 40 ans, là. Tu sais, c'est ça, c'est des gars extrêmement talentueux. Ils gagnent encore. Will Power est deuxième dans Oui. le championnat, le gars-là a 40 ans, là. Donc, alors, c'est incroyable, là, pour ceux, vous aimez la F1, mais pour ceux qui aiment la course en général, allez voir la Indy, là, c'est une belle époque là, d'IndyCar qu'on vit en ce moment. Toi, de ton côté, Kevin, tu mentionnais les noms que tu aimerais voir, mais est-ce que tu penses que toi, être un dirigeant d'équipe, est-ce que tu accorderais de l'importance aux pilotes en Indy pour aller chercher de la relève, là, aller chercher des talents de demain? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu te tournerais plus que ce qu'on voit présentement, là? Moi, je donnerais l'opportunité à certains pilotes d'IndyCar. Je suis très d'accord avec les noms que François a mentionnés, notamment Palou et Howard. Je suis peut-être un petit peu moins l'IndyCar que François, mais c'est des noms que quand je regarde certains faits saillants des courses, je les regarde et je me dis, notamment Palou, je trouve qu'il y a une belle intelligence de course. Mhm. C'est Très c'est bon peut-être pour moi, je regarde, c'est un dépasser. pilote très constant, Mhm. qui sait comment attaquer, qui sait comment défendre, qui est très alerte. Moi, c'est un pilote que j'aimerais bien voir aussi. On parlait d'un dossier avec Andretti, on parlait de Colton Herta qui a souvent été mentionné Mhm. aussi. Mais moi, il y a deux pilotes que j'aimerais vraiment voir, et ça, c'est à titre très personnel. Palou et Scott Dixon, que je trouve qui est vraiment un pilote exceptionnel encore à son âge. Ouais, Palou très bon pour les dépassements. Je le Hum, vois là, très, très propre aussi dans ses ouais, manœuvres, agressif. Je pense qu'en F1, ça serait une belle acquisition pour une écurie si on décidait d'aller dans ce sens-là. Malheureusement, je pense qu'on on le fait pas assez. Donc, hum, je peux déduire que tu es d'accord avec François qu'on devrait ouais, bonifier les points qu'on donne sur la super licence pour des courses en mhm, Indy, là. ouais, absolument. Si vous permettez, je pense qu'on a conclu ce dossier-là. Ça a été super intéressant. Je pense que les auditeurs, c'est peut-être quelque chose qu'on va devoir ramener parce que je suis certain que le sujet va continuer cette semaine au fur et à mesure que les gens vont entendre l'épisode au cours du week-end et au cours de la semaine prochaine, vont vouloir joindre cette conversation-là. Donc, on la ramènera peut-être sous une autre forme plus tard. Le gros sujet de la semaine et qui va prendre probablement toute l'énergie de tout le monde la semaine prochaine, c'est le dossier Adrian Newey qui va être confirmé enfin. Enfin, on va arrêter les spéculations. Il sera le nouveau directeur technique de l'écurie Aston Martin, les Verts, l'écurie qui a une saveur locale pour nous puisqu'elle est le propriétaire, c'est un Montréalais. Le pilote, un des deux pilotes est un Montréalais aussi. Je parle bien de Lawrence Stroll et Lance Stroll. Donc, Adrian Newey qui s'en va dans cette écurie-là. Il y aura une conférence de presse mardi. C'est certain il vient amener beaucoup d'expertise à l'équipe si vous ne le connaissez pas. Il a quatre titres des pilotes chez l'écurie Williams, cinq titres constructeurs. Ensuite, il s'est emmené chez McLaren, capturé deux titres des pilotes, un titre constructeur. Ensuite, chez Red Bull, il a permis à champion du monde et six titres des constructeurs, donc pour un total de 13 champions du monde et 12 fois au nom d'une écurie. Il dépasse les 254 pôles en carrière et 217 victoires. Bien sûr, il n'est pas un pilote, là, c'est tout ça qu'il a fait avec son crayon, sa table à dessin et son légendaire petit cahier rouge. De ton côté, Kevin, je te demande de dire ce que ça peut représenter pour le futur d'Aston Martin. Ben, c'est certain qu'une personne comme Adrian Newey qui arrive dans une nouvelle écurie, c'est excitant pour le personnel. C'est pas n'importe qui. C'est un ingénieur légendaire, quelqu'un qui a tellement d'expérience, qui sait comment trouver une astuce pour permettre à une voiture d'aller plus vite et amener une écurie vers les sommets. Est-ce que c'est garanti qu'Aston Martin va remporter le championnat avec Newey?
Pas nécessairement, mais c'est une acquisition non négligeable. Les changements de réglementation, Newey, il en a connu beaucoup au cours de sa carrière. Il a souvent réussi à faire en sorte qu'une écurie parvienne à tirer le meilleur profit de ce changement pour obtenir plus de succès. Donc, évidemment, c'est pas l'affaire d'un seul individu, c'est un travail d'équipe avec une panoplie de gens, mais avec l'ambition de Lawrence Stroll, je pense qu'Aston Martin peut arriver au tournant de 2026 et s'afficher comme une écurie qui peut viser les titres mondiaux. Ouais. C'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs reliés à ça. Le fait qu'il s'en va aussi dans une certaine zone de confort, dans le sens Aussi. qu'il connaît bien Aston Martin, puisqu'Aston Martin a déjà eu un partenariat pendant quelques saisons avec Red Bull. Il a aussi Mhm. contribué à la création de la super voiture, la Valkyrie. Il y a aussi le Mhm. fait que Aston Martin va se tourner vers Honda comme motoriste à Ouais. partir de 2026. Il a déjà travaillé pendant de nombreuses années avec Dan Fellows, qui était présentement celui qui chapeautait les opérations du côté aérodynamique. Donc, à moins du contraire, l'entente entre les deux, j'ai pas d'informations à ce côté-là, mais je pense pas que Fallows a nécessairement quitté Red Bull parce qu'il ne s'entendait pas avec AJ Newey. C'est plutôt qu'il voulait voler de ses propres ailes. Malheureusement pour lui, ça l'a fonctionné pendant un certain temps, mais on en a déjà parlé lors de plusieurs épisodes du podcast, comme quoi on pense qu'il a peut-être saturé ce qu'il pouvait accomplir là, pour l'instant. Là. C'était bien beau quand il est arrivé avec son livre rempli d'informations Red Bull, mais on dirait que depuis qu'il doit y aller de lui-même, c'est moins rapide, là, l'évolution de la voiture. Donc, il y a tout ça là, qui fait que c'est un bon match pour lui. Là. Le fait que c'est aussi en Angleterre, il n'était pas prêt à déménager nécessairement pour s'en aller en Italie. Donc, tout ça, ça peut venir aider. Mais de ton côté, toi, François, qu'est-ce que ça signifie pour Aston Martin d'avoir un gars comme AJ Newey dans leur équipe? Qu'est-ce que ça peut leur donner? Ben, c'est la meilleure nouvelle qui pourrait avoir, dans le fond, parce que Adrian Newey, une légende, Kevin en a parlé, ou toi aussi, tu as fait le palmarès de ses succès. Adrian Newey arrive avec un bagage incroyable. Déjà, tu sais, il a commencé à faire l'ingénieur au début des années 80. Il a touché à toutes sortes de technologies, voitures actives. Il a fait de l'IndyCar avant d'être en F1. Il a créé énormément de voitures gagnantes. Moi, lorsque l'effet de ça, les revenus à l'avant-scène, j'ai tout de suite dit à mes amis, j'ai dit, Red Bull va être à surveiller, Adrian Newey, il a plus qu'un tour dans son sac, il va savoir quoi faire avec l'auto. J'ai eu raison, donc je suis très content d'entendre que Newey va chez Aston Martin pour la simple et bonne raison que je veux les voir performer. On a un sentiment d'appartenance quand même avec cette équipe-là. Pas tout le monde qui l'a, mais moi personnellement, je l'ai. Je veux voir l'écurie de Lawrence Stroll performer. J'aimerais ça voir Lance Stroll performer dans une voiture performante et voir ce qu'il peut vraiment faire et peut-être faire taire certains détracteurs et surtout Fernando Alonso. Si Fernando Alonso a une voiture performante, capable de gagner des courses et même un championnat, euh, je dis pas que ça va arriver demain, là, mais mettons d'ici 3 ans peut-être, on pourrait se donner ça. Eh bien, ça serait super intéressant de le voir à 45 ans, voire peut-être 46, se battre pour un titre. Ça serait extraordinaire. Et ce qui est plaisant avec Aston Martin, exactement comparé à Red Bull, lorsque Newey est arrivé avec Red Bull, c'était une écurie qui était flambant neuve, si on veut, tout jeune, tout jeune. Aston Martin a déjà un petit peu de travail de fait, donc il n'y aura peut-être pas besoin d'autant de temps pour développer une voiture gagnante. Mais comme tu as dit, c'est pas parce que Newey arrive chez Aston Martin qu'ils vont nécessairement gagner. Ça prend le moteur, il y a les changements réglementaires en 2026. Donc, il va falloir que la recette soit gagnante, mais avoir Newey de son bord, c'est l'ingrédient principal pour que la recette, pour que le gâteau lève, si on veut. Donc, moi, je vois ça d'un très bon œil. Je suis très heureux d'entendre ça, d'ailleurs, parce que vous me l'apprenez, là. Et ben, vous me le confirmez, ça. Disons que c'était dans l'air, mais j'ai hâte de voir ça. Ouais, mardi, conférence de presse. En tout cas, les médias sont convoqués chez Aston Martin. Puis je pense qu'il y a bien des gens qui vont être déçus si on veut juste présenter une nouvelle voiture ou Ah oui. une nouvelle gamme de couleurs. Là. Je suis pas sûr que ça va être ça l'annonce mardi. Mm. Euh, c'est sûr que toute l'attention va être autour d'Adrian Newey. Sauf que il y a eu une acquisition de taille dans les derniers mois, puis c'est Andy Cowell. Andy Cowell qui est derrière le tournant du moteur hybride chez Mercedes. Donc, le dernier gros changement de réglementation avant les fêtes seules, c'est bien sûr Mercedes qui avait remporté la bagarre. Mais là, Lawrence Stroll a réussi à prendre les deux
dernier cerveau, si on veut bien, derrière les changements de réglementation, parce que l'avantage du côté de Mercedes, c'était le moteur lorsqu'on a tourné, et puis l'avantage de Red Bull au changement de la réglementation, c'était le châssis, l'effet de sol. Donc là, on a réussi à faire cette espèce d'équipe de Mhm. rêve-là, de ce duo de rêve-là, pour préparer la nouvelle réglementation de 2026. Le seul bémol pour moi qui reste encore dans l'équation, puis tu le mentionnais, François, c'est que notre pilote, c'est Fernando Alonso, il va avoir 46 ans. Il peut toujours avoir des changements entre-temps, là, mais il va avoir 40 entre 45 et 46 ans lorsqu'on va commencer la nouvelle réglementation. Donc, puis on va peut-être être rendu, qui sait, à 26 courses par année rendu là. Est-ce qu'il va être capable de résister à ça, là, puis d'être capable de capturer des championnats? Puis on a aussi le côté, il faut en parler, c'est Lance Stroll, son coéquipier. Est-ce qu'il va être capable de livrer la marchandise quand on va être en compétition, justement, contre des Oscar Piastri, des Max Verstappen, des Lewis Hamilton, Charles Leclerc. Donc, ces équipes-là, il va falloir qu'ils soient capables de livrer la marchandise. Toi, de ton côté, Kevin, tu le mentionnais, là, c'est pas garanti, là, les championnats, nécessairement, là. Il y a beaucoup de travail à faire, là. Il y a beaucoup de travail à faire aussi. Puis faut aussi mentionner, oui, Adrian Newey a remporté beaucoup de championnats, mais après le titre pilote de Hakkinen en 99, il est tombé sur la domination Ferrari-Schumacher. Mhm. Et ça a été jusqu'au premier titre de Vettel en 2010. Il y a pas eu de championnat là, pour Adrian Newey dans toute cette période-là. Oui, il a été chez McLaren, après ça, il a été chez Red Bull et tout, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps, puis c'est ça l'affaire, c'est que certains vont penser que Adrian Newey arrive à une place, bang, oui, il va donner des résultats, ça va être intéressant, c'est sûr, mais ça ne veut pas dire que nécessairement, il va gagner tout de suite. Donc, c'est sûr que c'est un atout important, c'est un atout qui est colossal, c'est non négligeable, tout le monde est d'accord avec ça, mais en prenant son temps, en prenant les bonnes décisions, en mettant les bonnes personnes dans la bonne chaise, moi, je suis convaincu qu'Aston Martin peut être un candidat sérieux au championnat. Et tu avais parlé aussi de Andy Cowell. Il ne faut pas oublier Enrico Cardile, qui est l'ancien de chez Ferrari, qui s'en va prochainement là, chez Aston Martin. Et aussi, si je ne me trompe pas, il y a Bob Bell, qui est un Oui. ancien de l'écurie Renault, qui a beaucoup d'expérience en Formule 1, qui est chez Aston Martin aussi. Donc, il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de personnes d'expérience qui vont apporter tout leur savoir, toute leur connaissance chez Aston Martin. Et en plus, tu le mentionnais avec l'arrivée de Honda, qui a un très beau parcours dernièrement en Formule 1, qui est quand même assez performant avec le groupe propulseur. Je ferai attention à Aston Martin pour 2026. Pour le changement de réglementation, Aston va être à surveiller. Ouais. Tu le mentionnais que c'est pas des championnats garantis. Il y a aussi, Mhm. on a été 8 ans sans gagner des championnats avec Mhm. contre Mercedes. Il a fallu l'arrivée de Ouais. Max Verstappen en 2016 Aussi. qui est venu un peu donner une nouvelle source d'énergie là, pour se préparer pour en gagner un en 2021, championnat des pilotes. Puis après ça, on a vraiment gagné la nouvelle Mhm. réglementation avec l'effet de sol. Euh, Tu mentionnes justement tout ce qui s'en vient pour eux. Oui, les acquisitions. Bob Bell aussi qui était là surtout pour Alonso puisqu'il était avec lui, gagné des Mhm. championnats Ouais. chez Renault avec lui. C'est une belle équipe, là. On a vraiment pris de l'expertise d'un peu partout. Donc, on est en train d'essayer. Si la chimie s'installe, on risque d'avoir une belle équipe. Puis là, on Mhm. lance une petite spéculation comme ça, même si c'est pas notre genre, mais tu me le mentionnais l'autre jour aussi que peut-être qu'on est en train de mettre la table pour aussi aller chercher un Max Verstappen lorsqu'il sera peut-être disponible. Ça pourrait venir vraiment changer la donne aussi de ce côté-là. Ouais. Qui sait? Qui sait? On veut pas, c'est pas notre genre là, on se lancera pas là-dedans, sauf que on peut quand même en parler de dire que une fois que tous les pions vont être mis en place, on pourrait devenir un joueur plus que favorable aussi pour être capable de le séduire et de l'attirer si jamais ça fonctionne un peu moins bien du côté de Red Bull, même s'il a un contrat jusqu'en 2028. Ben, ceci me permet de lancer notre autre sujet. Il y a eu ça a retenu ça aussi l'attention au cours de la semaine. Qu'est-ce qui arrive avec Red Bull? On a un certain déclin qui s'installe dans les performances en Italie. On a vu Max Verstappen terminer très près de son coéquipier Sergio Perez, euh, qui n'est pas son habitude normalement. Il est plus habitué d'être à l'avant du peloton. Il a terminé aussi derrière la Mercedes de Lewis Hamilton. J'ai décidé de me pencher sur la situation. Certains ont avancé que c'est sûrement le départ d'Adrian Newey parce que ça fait déjà
4 mois qu'il ne contribue plus aux réunions, il n'est plus là, il n'est plus présent, il n'a pas sa contribution justement, toute son expérience pour aider à trouver les solutions. Il y a aussi certains qui ont avancé des nouvelles, des rumeurs un peu plus boiteuses là, avec des spéculations de tricherie et toutes ces choses-là. Vous ne m'aventurez pas trop là-dedans aujourd'hui parce qu'on n'accorde pas vraiment d'importance à ces choses-là qui ne sont pas fondées. Je vois plutôt avec ce qui est peut-être la réponse la plus logique, c'est-à-dire la règle qui a été instaurée en 2021 qui oblige les équipes à succès à avoir un mécanisme d'handicap qui les prive de temps de développement. Donc, ce qu'on fait, c'est que on vient légiférer, on vient réglementer le temps qu'ils ont autant pour la soufflerie que pour les études en CFD. Si on se penche du côté de McLaren, qui a eu plus de succès que Red Bull au cours des dernières années, eh bien, on peut dire que dans la dernière année et demie, là, on a eu 6 mois où on avait 32 plus de temps de développement. 32 qui est quand même assez énorme. Ensuite, lorsqu'on prend l'autre 6 mois, c'est-à-dire de la période du mois de janvier à juillet 2024, dont le début de saison, on avait 15 de plus que l'écurie autrichienne. Et présentement, on aura encore, malgré on est quasiment en train de saisir la tête du championnat. On est seulement rendu à 8 points. On aura 10 de plus à aller jusqu'au 1er janvier 2025. Pour ce qui est de Ferrari, eh bien, on a eu 6 mois à 22 6 mois à 10 et on aura 5 d'avantage jusqu'au 1er janvier. Et Mercedes, qui est aussi, on peut dire, dans cette forme-là, là, des écuries ne sont pas nécessairement aspirants au titre cette saison, mais qui sont dans les équipes qui ont remporté des grands prix depuis le début de la saison. 6 mois à 12 qu'on avait 7 de plus, 6 mois à 5 et 15 aller jusqu'au 1er janvier, puisqu'on est rendu quatrième au classement des constructeurs. Une fois que je vous donne ces statistiques-là, je vous demande, c'est quoi le problème du côté de Red Bull? Puis je commence avec toi, François Goulet. Est-ce que tu penses que ça a un rapport avec ce que je viens de te donner là ou c'est simplement l'effet Newey? Je vais laisser l'effet Newey de côté. Je vais me tourner plus vers ta théorie qui se base sur la logique. Je croyais toutefois qu'on avait établi que la baisse de performance reliée à Red Bull coïncidait avec le départ de stage de Frédéric Vallée. Mais Notre collaborateur, ben oui, tout à oui, fait. Donc, qui est revenu à oui, l'Université McGill. exactement. Depuis qu'il est parti de là-bas, on voit qu'il y a le Red Bull performe moins. Ben, je veux juste ouvrir une petite parenthèse sur le fait que on dit peut-être Red Bull régresse, mais c'est peut-être pas tant Red Bull qui régresse que les autres qui font des pas en avant plus imposants. Et cette théorie-là, qui se base sur la logique, elle est fondée, puis ça montre que le système fonctionne. Parce que si c'est le cas, vu qu'ils ont moins de temps en soufflerie pour faire le Computational Fluid Dynamic, cela dit, ben, c'est parfait parce que les autres équipes rattrapent, emboîtent le pas et ça donne une parité à la F1 comme on l'a rarement vu dans les dernières années, voire décennies. Donc, c'est un peu comme lorsqu'on a des équipes de hockey ou de basketball. Plus tu performes, t'as les moins bons choix au repêchage. Ben, c'est la façon Formule 1 de rétablir l'ordre un peu. Et je trouve ça, si on en va dans un week-end de Grand Prix, on sait pas qui va sortir gagnant. Ça peut être, on sait qu'il y a des bonnes chances, mais à ce heure, ça peut être aussi bien Mercedes, Ferrari, McLaren ou Red Bull. Donc, moi, je suis d'accord avec cette théorie de la logique-là. C'est sûr que Newey qui part, c'était pas la meilleure nouvelle, mais en même temps, il y a d'autres bonnes. Newey n'est pas chez McLaren en ce moment et McLaren performe. Donc, il y a plein de bons cerveaux partout. Plus on a de tests, plus on a de chances de tirer dans le mille. Et Red Bull en souffre parce qu'ils ont performé pendant un bout, mais c'est parfait parce qu'il n'y aura pas ce monopole de la victoire-là. Ouais, en gros, ce que ça vient faire, cette réglementation-là, pour avoir eu des discussions, justement, tu nommais Frédéric Vallée qui n'est plus à Milton Keynes en Angleterre, c'est que ça vient restreindre ce qu'on peut envoyer comme test. Donc, quand même qu'on est en train d'élaborer un bon plan, lui il était surtout concentré sur l'arrière de la voiture, mais quand même qu'on on voudrait avoir plus d'informations sur la pièce qu'on est en train de créer, mais on est limité dans ce qui est accepté d'aller en soufflerie. La soufflerie se fait normalement le soir pour que les résultats soient déjà prêts le lendemain matin et qu'on puisse continuer à travailler et à développer notre idée. À ce moment-là, ben, on va limiter ce qu'on envoie. Si on a des problèmes avec l'avant de la voiture, ben là, on va dire, on va
commencer à demander aux gens de l'arrière d'attendre un petit peu sur leurs innovations, puisque on veut concentrer notre petit problème qu'on veut régler à l'avant. Donc, c'est ce que ça fait un peu. J'avais imagé la situation dans une conversation antérieure qu'on a eue ensemble, François. C'est un peu comme si on demandait aux écuries qui ont plus de succès de travailler à l'aveugle. Fait qu'on est un peu dans une pièce, puis on est avec notre canne, puis on donne des coups de bâton. Certains n'ont pas Mhm. aimé cette explication-là de dire, voyons donc, en F1, on travaille pas en aveugle. Mais c'est une façon imagée pour dire qu'on a un peu moins de données, on a un peu moins d'informations qui vient vraiment nous donner une idée claire de ce qu'on veut apporter sur le circuit. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir une certaine disparité qui va s'installer entre nos informations de l'usine et ce qui arrive au circuit. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui se déroule les vendredis, les samedis et les dimanches. Et c'est là qu'on a un certain problème à ce côté-là. On le voit de façon concrète quand on regarde McLaren, toutes les améliorations qu'on a apportées cette saison, et c'est rien pour enlever à leur travail. Tu le dis, ils n'ont pas Adrian Newey de leur côté. Ils sont allés chercher des bonnes acquisitions, autant dans chaque écurie. On a vu David Sanchez au début de la saison qu'on avait été chercher chez Ferrari. On n'a pas perdu de temps à dire ça fonctionne pas. Merci, bonsoir, prends tes choses puis va-t'en chez Alpine. On a vraiment on a pris des bonnes décisions. Zach Brown mène le bateau de main de maître, vraiment deux mains sur le volant. Il fait du très, très bon travail. Donc, tout ça, là, on n'enlève rien à ce côté-là, sauf que les statistiques sont là. Et lorsqu'on a plus de temps en soufflerie, bien, on peut avoir des réponses concrètes à ce qu'on veut apporter au circuit. Et on le voit, ce qui arrive fonctionne. Tout ce qu'on touche fonctionne. Puis du côté de Ferrari, qui a un peu moins de temps en soufflerie aussi, on l'a vu. On a apporté des améliorations cette année, puis finalement, ça nous a causé plus de problèmes. Il a fallu renvoyer là, si vous permettez un langage informatique, des patchs là, 2.0 pour contrôler le marsouinage qui était revenu. Donc encore là, ce qu'on avait eu à l'usine ne fonctionnait pas nécessairement sur circuit. On savait que ça pouvait fonctionner, mais on avait encore quelques faux-finements à faire là, pour être sûr d'aller chercher ce qu'on voulait à ce côté-là. Donc, c'était pas vraiment on mettait pas le morceau puis tout de suite ça fonctionnait. Il fallait vraiment continuer à faire des périodes d'ajustement à ce côté-là et apprivoiser ce qu'on avait développé. De ton côté, Kevin, est-ce que tu identifies que le problème tourne alentour de l'handicap qui est instauré par le règlement ou tu penses qu'il y a d'autres raisons à ça là, et que c'est plus l'effet Newey, tout simplement? Quand même assez d'accord avec vous, messieurs, par rapport à ça, au point que vous avez apporté. C'est sûr que ça peut être une cause de la baisse de performance des écuries Red Bull, ou plutôt que les autres écuries, comme François dit, que les autres écuries les rattrapent. Est-ce que Red Bull a atteint un certain plafonnement avec le concept de la RB20? C'est une possibilité. On le verra en temps et lieu avec les prochains Grands Prix. C'est sûr que plus tu as de temps de développement, plus tu peux apporter des améliorations, et ça, c'est non négligeable. Et c'est encore mieux quand les évolutions que tu apportes fonctionnent. Et puis, il faut aussi qu'il y ait la fameuse corrélation, comme tu as mentionné, entre l'usine et la piste. Je pense que Red Bull peut se relever, du moins Verstappen peut parvenir à faire quelque chose. Perez, c'est une autre histoire, mais on va lui souhaiter le mieux. Une écurie peut apporter beaucoup d'évolution. Mais si ça ne se traduit pas sur la piste et que les pilotes ne parviennent pas à en tirer profit, c'est difficile pour le moral des troupes par la suite. Parce qu'inévitablement, ça joue dans la tête à savoir ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas réussi à faire et pourquoi les pilotes n'ont pas pu faire fonctionner ces évolutions-là en conditions de course normale. Tu l'as mentionné à McLaren qui ont recruté les bonnes personnes. Il y a un monsieur qui était chez Red Bull pendant très longtemps qui s'appelle Rob Marshall, qui était l'associé d'Adrian Newey, qui a passé 17-18 ans chez Red Bull, qui est maintenant chez McLaren. Et je trouve que son apport est colossal et ça paraît dans les résultats de l'écurie. Mais une des forces de Bob Marshall, c'est l'intégration. Quand on parle d'intégration, c'est prendre des pièces qu'on n'est pas nécessairement le manufacturier, puisque Mhm. Mercedes n'est pas un constructeur à part entière. On achète le moteur de chez Mercedes. Et puis, il faisait ce travail-là. On se rappellera les années où ce qu'on achetait chez Renault, du côté de Red Mhm. Bull, puis on venait intégrer ça à tout le reste de notre technologie. Donc, Bob Marshall, c'est sûr qui joue un rôle primordial là-dedans. Tu mentionnais, oui, justement, les écarts de ce qu'on peut faire en usine versus ce qui arrive en piste. On le voit là, tu sais, McLaren ont plus de succès présentement avec ce qu'on présente. Du côté de Red Bull, c'est plus compliqué. Mais il y a le fait plafond budgétaire, que ça aussi, il faut Mhm. l'associer à cette règle-là. C'est que non seulement on limite les équipes à dire tu ne peux pas aller en soufflerie comme tu le veux,
mais tu ne peux pas non plus produire des pièces comme tu le veux, puisque tu as un plafond à ça. Donc, en plus d'avoir la restriction qui plane au-dessus de notre tête sur le développement, ben, on a aussi qu'on ne peut pas dépenser n'importe quel montant. Donc, à toutes les fois qu'on produit quelque chose, il faut être sûr de ne pas se tromper et on ne peut pas recommencer à zéro. Comme là, le Red Bull fait face à ce problème-là. Il y a eu Sergio Perez qui a eu plusieurs collisions depuis le début de la saison. Ça vient s'ajouter au plafond. Ça vient mettre une pression sur l'argent qu'on peut dépenser. Puis lorsqu'on a des problèmes, qu'on on doit faire de la résolution de problèmes, trouver des solutions, il faut faire attention, il faut être très, très, très prudent dans notre manière d'utiliser notre argent. Donc, il faut faire ça de façon très justicieuse. Euh, je te lance la question, Kevin. On parle de ça, cet écart-là, tout ce que ça fonctionne, puis on blâme pas personne parce que c'est nouveau. C'est une période d'étude, puis l'échantillon est très petit. On a commencé ça en 2021, là, comme je le disais. Euh, Mhm. Est-ce que c'est pas trop gros, cet écart-là de 5 entre les écuries? Et puis, je ne parle pas simplement pour Red Bull, je ne parle pas simplement pour Ferrari, pour Mercedes et pour le reste. C'est lorsqu'on regarde l'étude qu'on a présentement en place, toutes les équipes perdent des positions. Toutes les équipes qui sont en défaveur versus un adversaire ont perdu des positions, sauf Red Bull qui a réussi à résister tout ce temps-là, mais c'est une question de temps, on le disait, 8 points seulement. Et Aston Martin au 5e rang. Aston Martin, merci aux autres écuries qui se cherchent depuis le début de la saison. Sinon, j'ai pas de misère à avancer qu'ils ne seraient plus au 5e rang et qu'on se serait fait devancer. Mais lorsqu'on regarde des écuries comme Haas, qui était dernière, on a fait un bond de performance. Lorsqu'on Mhm. regarde Williams, qui avait un momentum en fin de saison, c'était plus du tout le cas en début de saison. On commence à rattraper ce qu'on a perdu, mais on a dû céder des positions. Alpine a reculé. Mercedes était deuxième au classement. On est rendu quatrième. Ferrari, on a amorcé la saison au 2e rang, mais on l'a perdu. On est rendu troisième. Tu vois où est-ce que je veux en venir avec ça? Je veux savoir Mhm. de ton côté, est-ce qu'on devrait faire une certaine ajustement dans ces règles, dans cette règle-là? Ben, moi, écoute, à titre personnel, je trouve que la règle est correcte parce qu'on a un bon spectacle présentement, puis c'est ce qu'on veut voir avec beaucoup de parité entre les écuries. Je vais faire ça très, très simple. Moi, je trouve que c'est correct, puis tout, puis c'est correct lors de certains Grands Prix parce qu'il y a des écuries qui peuvent tirer profit de certaines caractéristiques du circuit pour hausser leur niveau de jeu et réussir à aller chercher des résultats que sur un autre type de circuit, ils ne seraient pas capables aussi. Donc, moi, personnellement, ça me change rien. Je veux dire, on a un bon spectacle. Il y a de la parité. C'est ce que je veux voir. C'est sûr, des saisons comme 2023, ça a été un petit peu plus endormant, si je peux dire, là, avec la domination de Red Bull. Là, on a une parité. On arrive en fin de cycle. Et là, ça commence à être intéressant. C'est sûr qu'il va peut-être avoir un changement rendu en 2026, comme souvent à chaque changement de réglementation. Il y a toujours une écurie qui réussit à s'en tirer mieux que d'autres. Mais pour le moment, moi, je suis satisfait avec ça. Moi, de mon côté, je suis satisfait de la règle. Par contre, je Mhm. m'interroge sur le fait que lorsqu'on était dans les bureaux au début, j'aurais sûrement été dans le même sens de dire 5 ça paraît bien sur papier. On dit, 5 c'est un bel écart, c'est facile à calculer. Tu gagnes une position, tu gagnes 5 tu perds une position, tu perds 5 Lorsqu'on le regarde en piste, on se dit, est-ce que c'est un peu trop gros de voir que tout le monde cède leur position pratiquement de façon systématique? Est-ce qu'on devrait plus réajuster dans le sens ne pas enlever cette règle-là parce je suis d'accord avec vous, là, on est forcé d'admettre qu'elle fonctionne, elle fonctionne très, très bien. On a une parité. Ça a pris du temps à se mettre en place, mais là, on la voit, cette parité-là. Il y a aussi le fait qu'on approche un changement de réglementation. Normalement, c'est toujours comme ça, là, les équipes ne veulent pas. On a pris un peu plus de temps que prévu, même à saisir l'effet de sol. Mais est-ce qu'on devrait peut-être juste se réviser là-dessus puis regarder peut-être vers un 2,5 ou un 3 Toi, François, je sais que tu es d'accord avec la règle, tu la trouves bonne, tu le mentionnais, mais est-ce que tu trouves qu'on devrait ouvrir la question sur réajuster les pourcentages entre les positions? Pas tant et aussi longtemps que le résultat visé est obtenu. Comme Kevin l'a dit, puis qu'on discute depuis quelques minutes, il y a une parité qui est là et le résultat souhaité qui est de ralentir les équipes extrêmement dominantes, qui auraient été Mercedes à une certaine époque et maintenant qui étaient Red Bull, qui ont complètement dominé l'année dernière. Quelqu'un qui regarde la F1 au début de cette année, qui n'est pas un passionné, exemple comme nous, voit Verstappen gagner quelques courses, ça va être comme l'année dernière, décroche et reste pas là pour voir le spectacle s'améliorer. Mais là, le spectacle s'améliore. Moi, je leur dirais à ces gens-là, écoutez, là, vous arrivez un week-end de course et vous avez potentiellement 8 voitures qui peuvent gagner la course. On parle des Ferrari, McLaren, Mercedes, Red Bull. Et
Donc, je crois pas que la F1 est malade à cause de cette règle-là. Je pense qu'elle est en train de devenir en meilleure santé. Donc, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas une problématique qui peut vraiment être liée à ça ou attribuée à ça, moi, j'y toucherai pas parce que je pense on va dans la bonne direction. Évidemment, il y a un changement de réglementation qui s'en vient. Donc, les pendules vont être mises à zéro en 2026, mais d'ici ce temps-là, je pense que c'est très prometteur pour pour le spectacle qu'on va pouvoir se mettre sous la dent dans la fin de cette année-ci et potentiellement l'année prochaine. Ouais, t'as raison, puis j'irais dans le même sens que toi. Si on est pour remettre les pendules à l'heure, bien sûr, je les ferai pas après le prochain Grand Prix, là. Je dirais pas à Singapour, ben là, on change les pourcentages. Je dirais plus l'année prochaine, ou même on continue de faire l'étude, puis là, en 2026, on avise le tir, on se dit, là, c'était trop gros, 5%, on change ça pour le pourcentage. Mais c'est sûr que cette règle-là doit rester en place parce que c'est ce qui nous offre une F1 beaucoup plus paritaire pour l'instant pour le championnat du monde. Même si, comme je le disais, ça a pris du temps à se mettre en branle, mais là, on le voit, là. On le voit que ça fonctionne. On est capable de resserrer les écuries. Il y a Red Bull qui s'était sauvé, puis on pensait que même c'est pas nous, là, c'est les aveux de Lewis Hamilton qui disait oh, le championnat est réglé jusqu'à 2026, ils vont remporter toutes les courses. C'est la même chose pour George Russell, pour Toto Wolff, on s'est découragé un peu plus vite, mais du côté de McLaren, on n'a jamais baissé les bras. On a toujours dit que on allait travailler plus fort, qu'on voulait rejoindre Red Bull, qu'on voulait leur faire une compétition. Et puis là, ils sont rendus là, là. On a accompli lorsqu'on y va, on met des objectifs précis, on est capable de les atteindre. Kevin, en terminant sur ce sujet-là, as-tu d'autres choses à ajouter? Y a-t-il quelque chose que tu trouves que il y a un changement à faire, ça serait 2026, bien sûr. Là, on fait pas ça en plein milieu de la saison, ou même 2025, on profiterait de la nouvelle réglementation pour voir si tout fonctionne bien, là. Moi, je trouve que on en a bien parlé. Tout. Je trouve que les points sont assez bons de chaque côté. Puis je suis déjà très impatient à la prochaine course de voir comment la saison 2024 va se terminer. Puis j'ai encore plus hâte de voir la 2025 en fin de cycle. Qu'est-ce que ça va donner? Comme François le mentionnait, c'est assis, puis c'est dur, là. Je fais l'étude avec Jean-Christophe Trahan les vendredis Mhm. dans nos épisodes, votre guide, là, on met la table pour le week-end de course. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on fait ça tous les vendredis où il y a Mhm. des grands prix. Puis c'est très dur de faire des prédictions. C'est très, très dur, là. Disons Ouais. que puis même on les fait là, sur la page Facebook. Tu me le mentionnais, Kevin, que des fois c'est quasiment mettre les noms dans le chapeau puis brasser parce que tu dis, est-ce que ça peut être George Russell, ça peut être Hamilton, ça peut être Verstappen. Il y a probablement juste Perez qu'on y pense pas trop longtemps. Puis après ça, on passe au Leclerc, Sainz, Oscar Piastri, Lando Norris. Donc, ça peut être un peu tout le monde, là. Puis si Aston Martin peut Ah, rejoindre le peloton en 2026, ben, ça risque de nous rendre, de nous donner une très, très belle compétition. Les gars, là, je finis avec le segment vrai ou faux. J'ai préparé quelques questions pour vous aujourd'hui qu'on répond bien sûr par vrai ou faux, mais on a encore du temps, fait que vous pouvez développer un peu dessus. Ma première, c'est il reste seulement 8 courses à la saison. En seulement 9 courses, est-ce que Franco Colapinto sera en mesure de doubler le total de points accumulés dans la carrière de Logan Sargent, c'est-à-dire 1 point en 36 Grands Prix? Je commence avec toi, François. la réponse est vraie. Il a montré de la vitesse lors du dernier week-end. Euh, la voiture qu'il pilote est en constante amélioration. Donc, oui, moi je dis vrai, il va être en mesure de doubler ça. De toute façon, suffit de quelques abandons nécessairement et d'une bonne performance de Colapinto. Je sais que tu aimes ça dire son nom, hein, Franco Colapinto. Donc, il suffit d'une bonne performance, puis oui, j'y crois. Ouais, Franco Colapinto, qui est mon remplaçant de Otmar Zaffanauer. Oui, Maintenant, je peux le dire. Fallait que je prépare une question sur lui. tout à fait. Donc, de ton côté, Kevin, je répète la question. Tu me demanderas pas Mhm. pourquoi. En seulement 9 courses, est-ce que Franco Colapinto peut doubler le total de points accumulés dans la carrière de Logan Sargent, c'est-à-dire 1 point en 36 Grands Prix? Je dirais oui. Je dirais oui. Une course chaotique, saisir l'opportunité quand elle se présente. Il a prouvé à Monza qu'il avait une tête sur les épaules. Il n'a pas fait d'erreur. Ça aurait été facile de faire une erreur, trop pousser, partir à la faute. Donc, non, moi, je suis d'accord avec François. Il y a matière à récolter quelques petits points ici et là. Ouais. Moi, je vais dans le même sens que François Goulet et Kevin Fontaine, qui sont nos collaborateurs aujourd'hui à l'épisode Entre deux courses. Et je dis vrai,
Franco Colapinto viendra doubler le total de points accumulés par Logan Sargent dans sa carrière. Je pense qu'il nous l'a prouvé. L'échantillon est très petit. Sauf que c'est pas facile, Monza. C'est le temple de la vitesse. Une petite erreur et vous vous retrouvez à avoir des dommages solides à votre voiture. François pourrait vous le dire, lui qui est un maître de la simulation en Division 1, un ex-pilote de notre partenaire, la FSR, l'équipe Je suis FSR. toujours dans la FSR. Ah, toujours, excuse-moi, Je suis toujours dans la je voulais pas FSR. faire des annonces, sinon mon téléphone va sonner ou le tien Pascal, va. Pascal, ton collaborateur signaleur, qui est notre chef d'équipe, là, Ouais, Pascal Noyer-Durand, serait pas content d'entendre ça. il va Ben, je suis t'appeler, il toujours, va dire, donc, viens-tu d'entendre une non, primeur je suis ou ta toujours dans la démission ou FSR, faire un toujours très podcast? fier de faire partie de cette équipe-là. On a bien du plaisir, mais je fais juste pas le championnat de cette saison-ci là, de la GTRLQ que Pascal fait parce que je suis engagé dans les descriptions des Sing Race Bob F1 les jeudis. Donc, ça me prend jusqu'en novembre. Donc, je suis le Pierre Hood du Sim Racing 1 Hub F1 en ce Ah moment. oui, tu l'as fait très bien d'ailleurs, tu l'as fait très bien. Merci beaucoup. Donc c'est ça, fait que tu le sais à quel point que Monza, c'est pas facile. Ouais. Une petite erreur, là, ça peut coûter très cher. Donc Franco Colapinto, qui a été en mesure de résister les trappes de les petits pièges du circuit de Monza et d'apporter sa voiture pratiquement à la porte des points. Donc oui, je suis d'accord avec vous qu'il pourrait récidiver d'ici la fin de la saison. De toute façon, il a 2 points à marquer pour battre le sommet en carrière de Logan Sargent. Mon autre question, à Bakou, Oliver Burman, même si ça n'a pas été confirmé, mais je peux pratiquement vous le confirmer qu'il sera en remplacement de Kevin Magnussen, qui devra céder son tour pour une suspension d'un Grand Prix. Il devient le premier pilote de l'histoire a excédé le nombre de points sur sa super licence de 12 points. Mais il est arrivé à 12 points, donc ceci lui donnera une suspension. Ce format-là a été instauré en 2014. Il n'y avait jamais eu un pilote qui s'était rendu à accumuler 12 points. Donc, Kevin Magnussen, qui en est à ses derniers moments en F1, aura au moins marqué un record. Et est-ce que vous pensez qu'Oliver Burman va pouvoir faire égaliser son total de points qu'il avait fait lors de sa première présence, c'est-à-dire 6 points en Arabie Saoudite? Donc, est-ce que vous pensez qu'à Bakou, il peut marquer au moins 6 points ou plus? Je commence avec toi, Kevin, celle-là, vrai ou faux? Ah, c'est faux. Moi, je pense pas que ça va être très compliqué de faire ça, surtout avec une Haas. C'est sûr, Haas a quand même une bonne vitesse de pointe. C'est sûr qu'à Bakou, c'est pas négligeable avec cette longue ligne droite-là, mais ça va être extrêmement compliqué. S'il réussit à bien faire ça puis à récolter 1 point ou 2 maximum, ça va être une belle réussite, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il réussisse à égaler le résultat qu'il a fait à Jeddah. Donc, il ne marquera pas 6 points. Il ne sera pas Non, capable de récidiver ce qu'il avait accompli avec sa Ferrari. non, De non. ton côté, François, vrai ou faux, Oliver Burman va réussir à égaliser son nombre de 6 points qu'il avait fait en Arabie Saoudite. Copier-coller, c'est faux. Malheureusement, il n'y a pas une voiture aussi performante que la Ferrari qu'il avait entre les mains à Jeddah. D'autant plus que malgré ces deux circuits qu'on peut dire qui sont similaires parce que les murs sont très près, les pièges de Bakou semblent être plus dangereux là, somme toute que ceux de Jeddah. Et donc, non, il n'ira pas chercher 6 points, malheureusement. Mais on est très content de le voir. Et en tout cas, j'imagine que ça va être lui. Là. Je vois, puis Fittipaldi est pris ailleurs, je crois, de façon en IndyCar cette fin de semaine-là. Donc, je vois pas pourquoi Berman ne serait pas là. Mais on lui souhaite beaucoup de succès. On a aimé ses performances, mais non, il ne fera pas les points, malheureusement. Exactement. On va le regarder attentivement. La raison pourquoi moi aussi je m'aventure à dire que c'est lui, c'est qu'il est le pilote de l'écurie Haas l'année prochaine. Donc, pourquoi pas profiter de ce moment-là pour le mettre au volant de la voiture. Puis déjà qu'il commence à se familiariser avec, même s'il a déjà fait des séances d'essai pour l'écurie américaine, ben là, de voir disputer une course qui n'est pas justement dans une Ferrari. Plusieurs, là, lorsqu'on parle de la belle performance de Berman, souvent les gens vont donner ses résultats en Formule 2 qui sont peut-être un peu décevants pour certains. Et on va souvent sortir l'argument de dire, ah oui, mais c'était dans une Ferrari, même si c'est pas n'importe qui, là, c'est pas parce qu'on s'assit dans une Ferrari demain qu'on peut marquer des points dans un Grand Prix contre les 19 autres meilleurs pilotes au monde, là. Donc, à ce moment-là, c'était une belle performance, mais oui, le fait que c'est une Haas
Kevin mentionnait aussi vitesse de pointe. Normalement, ça devrait être un circuit qui devrait bien, où ce que la Haas devrait bien performer. J'aime le point que tu apportes aussi, François. Les pièges sont gros à Bakou, là. C'est Mm. très, très dangereux. C'est des freinages à basse vitesse, parfois, je veux dire des virages à basse vitesse plutôt. Puis, une petite erreur, là, un mauvais point de freinage, un mauvais alignement de la voiture. Et puis, vous retrouvez que vous allez la trouver beaucoup plus légère qu'elle était parce que vous allez perdre une roue, ce sera pas bien long. Donc, c'est ça. Fait que Bakou, pour Berman, je pense déjà d'éviter les pièges et de prendre le plus d'informations possible et le plus d'expérience. C'est vraiment ça, sa mission pour le week-end. De toute façon, c'est pas comme si Kevin Magnussen faisait des podiums à toutes les fins de semaine, là. Donc, la pression est pas trop haute à ce niveau-là. Puis, il y a le fait aussi que la dernière fois qu'il a monté dans une voiture, il n'a pas vraiment eu le temps d'y penser. Ça, je pense que c'est non négligeable. On l'a pris, on l'a mis dans la voiture, puis on lui a demandé, go, performe, t'es un pilote Ferrari, va mettre ta combinaison pendant que nous, on est en train de mettre ton numéro sur la voiture, et puis c'est toi qui vas faire la séance de qualification à la place de Carlos Sainz. Il avait su le matin même là, qu'il devait embarquer dans la voiture. Bien sûr, Sainz avait dû passer son tour à cause d'une appendicite qu'il avait fait. Il avait dû aller à l'hôpital. Donc, du côté de Berman, là, il a le temps d'y penser, même si on ne l'a pas confirmé. Je pense qu'il le sait déjà. Du moins, on doit déjà avoir parlé avec, ou il s'en doute. Parce que si nous autres, au F1 Podcast, on pense que c'est lui, ben, il doit y penser. Puis il doit y avoir des gens dans son entourage qui ont commencé à glisser un mot. D'après moi, libère ton week-end la semaine prochaine. Tu as quelque chose pendant au moins 3 jours. Tu piloteras pas en F2, tu vas piloter en F1. Donc, des fois, à ce moment-là, le facteur stress peut être ajouté et venir un peu changer l'équation. La troisième question, en terminant, vrai ou faux, la Papaya Rules. Donc, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est cette fameuse règle McLaren qui porte la couleur orange papaye, qui dit que les deux pilotes ont le droit de se faire compétition en autant qu'ils le font de façon saine et équitable et de façon sécuritaire. Donc, je commence avec toi sur celle-là, François. Est-ce que la Papaya Rules est une mauvaise idée, vrai ou faux? Ouf, je pourrais être partagé un peu là-dessus, mais moi, je veux voir de la course. Donc, les fameuses consignes d'équipe à la Barrichello Schumacher à l'époque où on laisse seulement une personne gagner, j'aime pas ça parce que c'est trafiquer le résultat de la course. Je veux que les pilotes puissent se bagarrer. C'est sûr que là, si on veut que Norris rattrape Verstappen pour le championnat, il faut prioriser Norris, mais je ne suis pas pour ça. Je comprends qu'une équipe puisse faire quelque chose comme ça parce qu'il y a un enjeu, mais moi, personnellement, déjà en partant, je pense pas que Norris va rattraper Verstappen, à moins vraiment de catastrophe pour Red Bull. Mais tu sais, il y a un bon coussin à Verstappen. Il suffit qu'il performe un peu, puis son coussin va peut-être se réduire ou rester le même. Donc, moi, je suis content de savoir que les pilotes McLaren vont se bagarrer parce que le dépassement de Piastri à Monza était spectaculaire, culotté. C'est pas ce qui a été le meilleur nécessairement pour l'équipe et surtout pour Lando Norris parce qu'il en a souffert, mais c'est ce qui a été vraiment le fun pour nous autres de voir ces deux pilotes-là se respecter parce que c'était fait très proprement et avoir vraiment ce beau dépassement-là à se mettre sous la dent. Puis les deux pilotes McLaren, je trouve qu'ils sont pas mal au même niveau en ce moment, là. Oscar Piastri, aucun complexe par rapport à Lando Norris. Donc, il veut le démontrer, il a le couteau entre les dents. Donc, moi, je suis content de la fameuse Papaya Rose. C'est vraiment une chose. Laissons les pilotes s'amuser, puis donnons un spectacle. Puis s'ils font ça proprement, ils vont quand même aller prendre le championnat constructeur, ce que McLaren veut avant tout, et ce qui est beaucoup plus réaliste que le championnat des pilotes, et ce qui viendrait surtout entacher la réputation de cette équipe-là à date, qui a le vent dans les voiles et qu'on aime. S'ils vont dans ces consignes d'équipe-là pour favoriser un pilote, je pense que ça va déplaire à beaucoup de gens, moi le premier. Ben là, tu piques ma curiosité pour une seconde question, si tu me le permets, d'enchaîner avec, tu es un membre de la FSR Team, on le disait, tu es toujours un membre actif de Oui, l'écurie. Et précisons-le. la FSR, c'est la Friend Sim Racing. Donc, est-ce Oui. qu'il existe une FSR Rule? Ah, je vais dire que oui, parce qu'à l'époque où on faisait le Derby et que je n'étais pas FSR, la dernière course de l'année, je me battais contre Morin, mon coéquipier maintenant, pour le championnat, et j'avais beaucoup d'FSR qui me mettaient les bâtons dans les roues. Donc,
Oui, puis en Mais plus, c'est doublement plus efficace parce qu'il y a plusieurs voitures FSR sur un même circuit, puis des fois ouais. dans une épreuve, dans une certaine division. Donc, comme tu dis, ça peut faire plusieurs bâtons à dépasser sur le chemin, là. Ouais. Ouais. Non, mais on s'est toujours entraîné entre nous. Puis oui, s'il y a un pilote que en fait, si les gens savent qu'un pilote est plus rapide, souvent ils vont le laisser passer là. Mais tu sais, on est loin d'un duel F1 Piastri-Norris en ce moment là. Nous, on est là pour le fun. Puis moi, j'aime ça me coltailler avec mes collègues. Puis je déteste ça lorsqu'ils me laissent passer s'ils le font parce que on veut se battre, tu sais. À moins qu'il y ait un enjeu autrement, là, mais tu sais, s'il me laisse juste passer pour me laisser passer, je préfère qu'il défende puis devoir travailler mon dépassement. Non, exactement. Mais comme McLaren le demande, aussi de piloter de façon intelligente, là, c'est sûr que. Exactement, comme ils ont Ouais. fait, et au contraire de ce que, exemple, Verstappen a fait sur Norris à Spielberg. Ouais. Oh, ben là, ouvre pas cette conversation-là, là. Tu sais, Oups, désolé. ça a tellement pris du temps à la classe, celle-là, là. Ok, désolé. On revient en arrière. Écoute, je vais de ton côté, Kevin. Je pense pas que je suis obligé de te reposer la question. Est-ce que c'est vrai ou faux? Moi, je souhaite que les pilotes se battent. On, OK. on est là, il y a du spectacle, les fans aiment ça, les partisans aiment ça, c'est l'essentiel, c'est la course. Euh, Moi, je crois personnellement, et c'est mon avis très personnel, que les dirigeants de l'écurie McLaren vont laisser les pilotes se battre jusqu'à ce que fort probablement Piastri soit mathématiquement hors course pour le championnat. Et là, si Norris est toujours en mesure d'aller euh, en mesure de battre Verstappen, là, il va probablement aller l'aider à aller chercher le plus de points possible pour aider Norris à rattraper Verstappen. Mais sinon, laissez les pilotes se battre, s'il vous plaît. Puis j'y vois qu'une seconde question pour toi aussi. Nico Mhm, Rosberg qui disait cette semaine qu'il croit qu'il y a une clause dans le contrat d'Oscar Piastri qui stipule qu'il mhm. est un pilote numéro un ou qu'il n'aura pas de pilote numéro un chez McLaren. Est-ce que tu achètes cette théorie-là qui motiverait cette fameuse papaya rose-là ou tu penses que c'est pas vrai, ça, qu'il n'aurait pas on n'aurait pas donné une stipulation comme ça dans un contrat pour une recrue, là? Bon, j'achète pas vraiment. Elle est intéressante à analyser, mais je l'achète pas. Ouais, qu'on n'aurait pas le droit Parce on pourrait pas vraiment hausser le ton avec Oscar Piastri avec ce qu'il a fait à Lando Norris, puisque son contrat, ce serait inscrit en bonne et due forme il n'est pas supposé avoir de favoritisme. Donc, à ce moment-là, il pourrait. Mais Ouais, Mark Webber va monter sur les créneaux assez vite, par exemple. On sait qu'il a un bon caractère, son manager. ouais, exactement. Ça, c'est certain qu'il aurait pas aimé cette chose-là. Puis, il faudrait donner beaucoup de crédit à Mark Webber s'il a réussi à faire ajouter Mhm. une stipulation comme ça là, dans un contrat d'une de ses recrues. Ça serait quand même un coup quand même assez judicieux là, et audacieux de sa part. Écoute, François, en terminant, ben, je te demande aussi de ton côté, tu crois-tu à cette règle-là dans le contrat ou tu penses que c'est Nico Rosberg qui voulait avoir de quoi d'intéressant à dire à la TV en poussant ses Ah, cheveux au vent? ouais, probablement qu'ils voulaient ce serait pas la première fois. Écoute, Kevin, de ton côté, je voulais te remercier encore une fois d'avoir participé à l'épisode d'aujourd'hui. Les gens qui veulent se procurer ton livre, La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve, est-ce que tu peux, il t'en reste-tu des copies? Puis comment ça fonctionne présentement si quelqu'un voudrait acheter ton livre qui raconte l'histoire de la Formule 1 au circuit qu'on aime tant, c'est-à-dire le circuit qui porte le nom de notre héros national, Gilles Villeneuve? Bon, on peut toujours entrer en contact avec Martin. Simon du F1 Podcast ou avec moi-même sur ma page Facebook. Il n'y a aucun problème avec ça. Je peux faire imprimer d'autres copies. Il n'y a aucun problème avec ça. Ça va me faire un grand plaisir. Et pour la petite histoire, je suis très, très reconnaissant à tous ceux qui ont acheté les copies que j'ai faites. C'est extrêmement apprécié. J'en suis très reconnaissant. Parfait. Puis il y a une version virtuelle hein, qui est sortie aussi que les gens Oui, peut-être qui ne veulent pas nécessairement avoir la copie physique, là, la bonne vieille façon d'avoir un livre. On sait qu'il y en a oui. beaucoup là, qui ont les systèmes un peu comme une tablette ou un Kindle que ça Mhm. s'appelle, je crois, là, où est-ce qu'on peut lire des livres. Donc la version virtuelle, même chose. Vous pouvez nous écrire au F1 Podcast, puis je vous mets en contact avec Kevin. Kevin répond très rapidement de toute façon. Donc c'est toujours valide ça, Kevin. On peut acheter la version Oui, virtuelle. oui, absolument. Good, parfait. De ton côté, François, en terminant, les gens qui veulent t'écouter,
Ils n'auront pas la chance de te voir nécessairement en action cette saison, comme tu le mentionnais, mais tu as une chaîne YouTube à ton nom. Tu cours à tes heures. Très toujours intéressant de voir tes courses. Ils peuvent aussi aller les voir en rediffusion parce que ça reste là pendant un certain temps. Donc, si tu veux donner un peu les coordonnées aux gens là, qui veulent te suivre et te voir en action ou t'écouter à la description des courses là, qui s'en viennent dans la saison. Ben, vu qu'on vise les passionnés de F1 a priori avec ce podcast-là, ben, si vous voulez voir des courses de F1 intéressantes en simulation, c'est Sim Racing Hub F1, la compétition, mais c'est sur le canal YouTube de la GTCQ TV et c'est les jeudis à 21h aux 2 semaines. Et on a la course de Bakou là, qui s'en vient. Donc, dans une semaine. C'est en anglais, toutefois, mais il y a des Québécois dans le championnat et on en a deux. Jean-Pierre Lalancette et Cliff Van Ward, qui vient de Saint-Hyacinthe, si je ne me trompe pas. Sinon, ben, moi, mon nom de Sim Racer, c'est Gouletski. Donc, c'est Goulet, mais un peu à la terminologie Gretzky. Donc, vous pouvez voir ça sur YouTube aussi. Mais je ne suis pas dans le championnat, Marty, cette année. Par contre, Pascal Oyer-Durand a fait une ligue hors série. Donc, il n'y a pas de points de championnat ni de pénalité ou de révision, mais on va courser la même course que la GTRLQ les lundis à 20 heures, là, si je ne me trompe pas, aux 2 semaines. Je commence le 9. Donc, GTRLQ, vous pouvez voir ça là, les lundis. La course va être super le fun. C'est vraiment du monde là, de tous les niveaux là, on va se coltailler là, pour voir ce que c'est. Puis, juste une petite parenthèse sur le Sim Racing Hub. On a fait la course de Monza quelques jours avant la vraie course de F1 et la stratégie gagnante était le un seul arrêt. Donc, j'ai l'impression que Charles Leclerc nous a regardé et que McLaren ne nous a pas regardé. Donc, c'est vraiment bien la simulation de F1 maintenant. On a quand même un beau portrait de ce qu'une vraie course peut avoir lieu, puis il y a quand même beaucoup d'action. Ben, je peux en témoigner parce que tu me vois assez Oui, régulièrement. oui, t'es là. Tu fais Oui, des lorsque j'ai interventions, c'est bien le fun. C'est ça, je viens jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passe, puis je trouve ça super professionnel. Ton collaborateur avec toi, il est vraiment, vraiment Ah bon. Puis oui, son accent britannique vient oui. donner une crédibilité incroyable à toute l'action qui se déroule. Et puis, on doit aussi lever notre chapeau au pilote, hein. C'est très, très Mm. propre. C'est, comme tu dis, là, lorsqu'on est capable d'avoir des stratégies qui sont pratiquement, ben, qui sont identiques à ce qu'on a pu voir dans la course quelques jours plus tard, ça montre que les pilotes sont capables de faire durer un seul arrêt à Monza, ce qui est assez incroyable. Moi, j'avais vu la séquence et puis j'ai quand même fait le podcast en disant que c'est très dur de faire un arrêt à Monza et je prédisais 2 arrêts pour le week-end. Donc, ça a été mon erreur. J'ai pas donné assez de respect à ce que j'avais vu dans vos courses, mais de voir là à quel point c'est très, 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 très près de la réalité, ben, c'est vraiment à l'honneur de la catégorie. On voit que c'est vraiment très réel, même si on appelle ça de la simulation. Et comme je l'ai déjà expliqué, après quelques secondes, quelques minutes, on se laisse méprendre. On a l'impression qu'on regarde un vrai Grand Prix. On pense plus à ça, là, que c'est un jeu en tant que tel. C'est seulement les noms qui sont différents, mais les voitures sont là, pareil, puis tout ça. Puis les courses sont très, très intéressantes et tu fais un excellent travail. Je me permets de te le dire encore. Donc, Merci beaucoup, François, c'est apprécié. merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui avec nous. Tu as fait un excellent travail. Je suis certain que nos juges, les premiers juges vont être d'accord avec moi, c'est-à-dire nos auditeurs, vont m'envoyer plein de messages cette semaine pour dire qu'ils ont aimé ta collaboration. Donc, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Puis je reviens quand tu peux. N'importe quand, l'invitation, aussitôt que quand que Jean-Christophe peut pas être là ou Kevin peut pas être là, ou à un moment donné, on fera ça peut-être à quatre, même si le temps des fois est limité. Ça va nous faire plaisir. Plus qu'on a de monde connaissant autour de la table, et ça rend toujours les conversations encore plus intéressantes. Et c'est tout le monde qui peut en bénéficier. Pas juste nos auditeurs, nous autres aussi, parce qu'on Mm. sort grandi de ça. On se nourrit les uns les autres et c'est toujours encore plus intéressant. Merci aussi, hein, Kevin, d'avoir été là. Comme je te le disais, là, toujours apprécié. Donc, je te souhaite une excellente fin de semaine à toi aussi. Excellente fin de semaine à toi, François, de ton côté. Ouais, C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 6 septembre. Notre prochain rendez-vous sera vendredi prochain en marge des séances d'essais libres du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Si là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X Twitter ainsi que Instagram, à nous suivre sur Spotify et à activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end.